Le tête de Platon, suite. Socrate. Je vais donc poser la question la plus redoutable. On peut, je crois, la formuler ainsi. Est-ce possible que le même homme, sachant une chose, ne sache pas cette chose qu'il sait? Théodore. Qu'allons-nous répondre, Théétète? Théétète. Pour ma part, que c'est, je crois, impossible. Socrate. Non pas, si tu poses que voir, c'est savoir. Comment, en effet, te tireras-tu de cette question inextricable, où tu seras, comme on dit, pris dans le puits, lorsqu'un adversaire intrépide, te mettant la main sur un de tes deux yeux, te demandera si tu vois son habit de cet œil fermé? Je dirais, je pense que je ne vois pas de cet œil-là, mais que je vois de l'autre. Donc tu vois, et en même temps tu ne vois pas la même chose. Oui, au moins d'une certaine manière. Ce n'est pas du tout cela que je veux savoir, répliquera-t-il. Je ne t'ai pas demandé le comment, mais si ce que tu sais, cela même tu ne le sais pas. Or à présent il est manifeste que tu vois ce que tu ne vois pas, car tu as justement admis que voir c'est savoir, et que ne pas voir c'est ne pas savoir. Conclus de là ce qu'il en résulte pour toi. Eh bien je conclus qu'il en résulte le contraire de ce que j'ai posé. Peut-être, admirable jeune homme, aurais-tu été réduit à bien d'autres inconséquences si l'on t'avait demandé en outre: est-il possible de savoir la même chose d'une manière aiguë ou d'une manière émoussée, de la savoir de loin, mais non de près, fortement ou doucement, et mille autres questions que te ferait un peltaste aux aguets mercenaires des combats de parole. Quand tu aurais avancé que la science et la sensation sont identiques, il se jetterait sur les sensations de l'ouïe, de l'odorat et des autres sens, et soutenant son attaque sans lâcher prise, il te réfuterait jusqu'à ce que, étourdi de son enviable sagesse, tu sois tombé dans ses filets. Après t'avoir ainsi maîtrisé et enchaîné, il te rançonnerait de la somme dont vous seriez convenus entre vous. Maintenant, tu vas peut-être me demander ce que pourra dire Protagoras pour défendre sa doctrine. N'essaierons-nous pas de le formuler? Certainement si. Il fera valoir tout ce que nous-mêmes nous disons pour le défendre. Puis, j'imagine qu'il nous prendra corps à corps et nous dira sur un ton méprisant: cet honnête Socrate a fait peur à un petit garçon en lui demandant si le même homme peut tout à la fois se rappeler la même chose et ne la point savoir. Comme l'enfant effrayé a dit non, faute de prévoir la conséquence de ce qu'il disait, Socrate a tourné la conversation de manière à couvrir de ridicule ma pauvre personne. Tu en prends bien à ton aise, Socrate, mais la vérité la voici. Lorsque tu examines en procédant par interrogation quelques points de ma doctrine, si celui que tu interroges répondant à ce que je répondrai moi-même vient à trébucher, c'est moi qui suis confondu. Mais s'il répond autrement que je ne le ferai, c'est ton interlocuteur qui l'est. Crois-tu par exemple pouvoir faire admettre à quelqu'un que la mémoire qu'il a présentement d'une impression passée soit une impression du même genre que l'impression passée qu'il ne sent plus? Il s'en faut de beaucoup. Crois-tu de même qu'il aura peine à avouer que le même homme peut savoir et ne pas savoir la même chose? Ou, s'il craint d'en faire l'aveu, qu'il admettra jamais que celui qui est devenu différent soit le même qu'avant de le devenir, ou plutôt que cet homme soit un et non plusieurs, et que ces plusieurs ne se multiplient à l'infini parce qu'il y a changement continu, si nous devons nous garder de donner la chasse aux mots pour nous surprendre mutuellement? Allons, bienheureux homme, poursuivra Protagoras, sois plus brave, attaque-moi sur mes propres doctrines et réfute-les si tu peux, en prouvant que les sensations qui arrivent à chacun de nous ne sont pas individuelles, ou si elles le sont, qu'il ne s'ensuit pas ce qui paraît à chacun devient, qu'il ne s'ensuit pas que ce qui paraît à chacun devient, ou s'il faut dire être, est pour celui-là seul à qui il paraît. Mais quand tu parles de pourceau et de cinésophale,
et de cynocéphale, non seulement tu te comportes toi-même en pourceau, mais encore tu persuades à tes auditeurs d'en faire autant à l'égard de mes écrits, et cela n'est pas bien. Car j'affirme, moi, que la vérité est telle que je l'ai définie, que chacun de nous est la mesure de ce qui est et de ce qui n'est pas, mais qu'un homme diffère infiniment d'un autre, précisément en ce que les choses sont et paraissent autres à celui-ci et autres à celui-là. Quant à la sagesse et à l'homme sage, je suis bien loin d'en nier l'existence. Mais par homme sage, j'entends précisément celui qui, changeant la face des objets, les fait apparaître et être bons à celui à qui ils apparaissaient et étaient mauvais. Et ne va pas de nouveau donner la chasse aux mots de cette définition. Je vais m'expliquer plus clairement pour te faire saisir ma pensée. Rappelle-toi par exemple ce qui a été dit précédemment, que les aliments paraissent et sont amers aux malades, et qu'ils sont et paraissent le contraire à l'homme bien portant. Ni l'un ni l'autre ne doit être représenté comme plus sage, cela n'est même pas possible, et il ne faut pas non plus soutenir que le malade est ignorant parce qu'il est dans cette opinion, ni que l'homme bien portant est sage parce qu'il est dans l'opinion contraire. Ce qu'il faut, c'est faire passer le malade à un autre état meilleur que le sien. De même, en ce qui concerne l'éducation, il faut faire passer les hommes d'un état à un état meilleur. Mais tandis que le médecin le fait par des remèdes, le sophiste le fait par des discours. Jamais en effet on n'est parvenu à faire qu'un homme qui avait des opinions fausses ait ensuite des opinions vraies, puisqu'il n'est pas possible d'avoir des opinions sur ce qui n'est pas, ni d'autres impressions que celles que l'on éprouve, et celles-ci sont toujours vraies. Mais je crois que, lorsqu'un homme, par une mauvaise disposition d'âme, a des opinions en conformité avec cette disposition, en changeant cette disposition contre une bonne, on lui fait avoir des opinions différentes, conformes à sa disposition nouvelle, opinions que certains par ignorance qualifient de vraies. Moi, je tiens que les unes sont meilleures que les autres, mais plus vraies non pas. Et quant aux sages, mon cher Socrate, je suis loin de les comparer aux grenouilles. Quand ils ont affaire au corps, je les appelle médecins, aux plantes laboureurs. J'affirme en effet que les laboureurs remplacent dans les plantes, quand ils en trouvent de malades, les sensations mauvaises par des sensations bonnes, saines et vraies, et que les orateurs sages et bons font en sorte que les bonnes choses paraissent justes aux états au lieu des mauvaises. À la vérité, ce qui paraît juste et honnête à chaque cité est tel pour elle tant qu'elle en juge ainsi. Seulement le sage, chaque fois que les choses sont mauvaises pour les citoyens, il substitue des choses qui sont et leur paraissent bonnes. Pour la même raison, le sophiste capable de diriger ainsi ses élèves est sage et mérite un salaire considérable quand leur éducation est terminée.